Oui, monsieur. Oui, il y a un problème Oui, avec. monsieur. Je m'excuse, hein. La dernière fois, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, je pensais qu'il y aurait pas de problème. Eh ben, vous voyez, donc j'ai eu un problème avec le micro. Il y a eu un autre problème aussi auparavant. Hier, j'ai oublié de vous envoyer le code. Donc, je me suis rappelé ce matin. Je l'ai envoyé à 7h30. Donc, ça nous a créé de retard. Mais ça fait rien. La prochaine fois, on essaiera de faire plus attention. Bon, on va commencer tout de suite le cours. Donc, on est toujours dans si je puis dire, les révisions. Donc, j'ai préparé un petit peu ce que je vous avais promis la dernière fois, c'est-à-dire de vous expliquer davantage la, la différence entre les basses fréquences et les hautes fréquences. C'est une chose qui est très importante à connaître. Donc, on va y aller donc tout de suite sur ce volet-là. Alors, bon, voilà. Est-ce que tout le monde voit le document? Est-ce que tout le monde voit le document? Est-ce que vous voyez le document? ما يبان والو monsieur. Ah oui, ben, pardon, j'ai pas fait le partage, hein. OK. Alors, donc, est-ce que maintenant vous le voyez? اه يبان دوك. C'est bon, très bien. Alors, on commence. Et on enlever ça. Alors, donc, la différence entre le domaine des basses fréquences et les hautes fréquences, c'est une chose qui est très importante à connaître. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de cette formule qui est très importante. Lambda égale C sur F. Donc là, on va essayer de voir ce qu'est les basses fréquences par rapport à la longueur d'onde, bien sûr, hein, parce que c'est ça qui est important, puisque dans le domaine des antennes, on utilise beaucoup donc la longueur d'onde, hein, connaissant bien sûr la fréquence. Hein. Alors, lambda égale C sur F, ça c'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière, bien sûr, dans le vide ou dans l'air. Alors, quand on est dans les ondes, quand on traite une seconde. Ah oui, je vais revenir à ce problème-là. Bon, quand on est en cours, vous avez remarqué là le fait de demander donc l'accès. Est-ce que je pense qu'il est possible d'éviter donc ce problème-là quand je vous envoie le code? Vous avez, je crois, qu'une option où c'est-à-dire où vous acceptez l'autorisation. Je ne sais pas. S'il y a une astuce à faire quand je vous envoie le code pour éviter de demander l'autorisation, euh, vous le faites. Hein. Mais si le problème est de mon côté, vous me le dites. Hein. D'accord? ميسي تقدر تبارطاجي لنا بالبي سي وتاكسبتيهم بتليفون. C'est-à-dire comment? Quand je vous envoie le code ou dès maintenant? لا اسمها هكذا كيما راك دوكا تقدر تجي تدخل بتليفون. Avec mon téléphone à moi. وي بتقرا لي ميساج و ميم طون تاكسبتي. Pour le moment, non, avec le PC. Je ne suis pas avec mon téléphone. Hein. Hein? Bon, je vais essayer de réfléchir à ça pour la prochaine fois, pour ne pas trop perdre de temps. Donc, il faut utiliser le téléphone, c'est ça? تما في زوج او ميم طون ميسي تما تحط التليفون قدام البي سي. Oui, et on va faire quoi? بالبي سي تبارطاجي وبالتليفون تقرا لي ميساج وتاكسبتي شغل على ضربه. Ah, j'ai compris, خلاص, فهمت. C'est-à-dire accepter avec le téléphone et non pas avec le PC. وي ميسي. On va voir. Donc, on va essayer de voir ça la prochaine fois. Donc, je reviens sur le cours. Donc, vous voyez, donc lambda égale C sur F. Donc, si je prends un exemple, par exemple, quand on est en basse fréquence, F égale 3 kHz, on va voir à quoi est égale la longueur d'onde en utilisant. Vous voyez donc le curseur. Vous voyez le curseur de la souris. Est-ce que vous le voyez? Vous arrivez à le voir? وي تبان. Voilà, d'accord, très bien. Alors, donc, si on prend un exemple, f égale 3 kHz, dans 3 kHz en basse fréquence, ça nous donne une valeur de lambda, 3, lambda égale 3 10 puissance 8, donc C, divisé par f, 3 kg, donc 3 10 puissance 3, ça nous donne 10 puissance 5 mètres, c'est-à-dire
100 km. Vous voyez, 100 km, c'est très grand. Hein? C'est très grand. Alors, je vous explique là, c'est ce que vous n'avez pas compris la dernière fois. Lambda égale 100 km. Lambda, qui est la longueur d'onde, est avant tout une période spatiale exprimée en mètres. Donc, vous voyez, je prends lambda qui est une période et qui est égale à 100 km. Alors, si je dois étudier les variations de mes, comment dirais-je, de mon système en laboratoire, hein, c'est-à-dire les fils, etc., les selfs, les condensateurs par rapport à la variation spatiale, ça n'a aucun sens. Puisque si, par exemple, je considère un fil de 1 mètre, hein, et j'essaie de voir les variations par rapport à l'espace, ça n'a aucun sens. Puisque 1 mètre, c'est un point, alors que lambda égale 100 km. C'est pour ça qu'en basse fréquence, les variations par rapport à l'espace sont négligeables. C'est ce que je vous ai écrit ici en rouge. Donc, considérant un câble de 1 mètre, par exemple, en laboratoire, 1 mètre par rapport à 100 km, c'est négligeable. C'est pour cette raison, ce que j'ai écrit ici en vert, c'est pour cette raison qu'en basse fréquence, on néglige les variations par rapport à l'espace. Il n'y a que les variations par rapport au temps. Le temps qui est exprimé en secondes, d'où une seule période, la période temporelle, T. D'où les signaux I de T d'où les signaux I de T, d'où les signaux I de T et V de T que vous avez eu donc l'occasion d'étudier quand vous étiez en première année, deuxième année, même en troisième année, quand vous faites des études en électronique, concept de courant et de tension, et on utilise la loi d'Ohm, V égale RI de T. Hein? C'est pour ça que vous n'avez pas à comparer les sons. Maintenant, quand on est dans le domaine des hautes fréquences et des hyperfréquences, prenons un exemple, F égale 3 gigas. Mais vous savez, le domaine des hyperfréquences va jusqu'à 300 gigahertz. Hein? 1 gigahertz égale 10 puissance 9 Hertz. Donc, vous voyez ici, si on calcule lambda, donc on remplace la fréquence par 3 10 puissance 9, ça nous donne une valeur de lambda qui est égale à 0,1 mètre. Donc, vous voyez, 1 dixième par rapport à mon fil de 1 mètre. Hein. Et si, par exemple, 30, on a la fréquence qui est égale à 30 gigas, 300 gigas, c'est plus ça. Peut aller, lambda peut aller jusqu'à 1 millimètre. Hein. Donc, ici, si on revient ici, imaginons que lambda est égal à 1 millimètre ou 1 centimètre ou 0,1 centimètre. Alors là, vous voyez, donc mon fil de 1 mètre, il s'étend jusque-là, donc on peut étudier les variations. Donc les variations sont importantes. On doit aussi considérer les variations par rapport à l'espace. Donc on a donc deux variables, l'espace et le temps. C'est pour ça que le courant ici, en haute fréquence et hyperfréquence, devient I de ZT. Donc Z ici, c'est la variable spatiale. On a X, Y, Z, mais on prend Z parce que c'est la direction de propagation d'une onde. On choisit Z. Et on laisse X et Y pour la polarisation du champ électrique ou du champ magnétique, c'est-à-dire l'excitation. On excite par un champ électrique ou un champ magnétique et on obtient donc la propagation d'une onde dans la direction OZ. Hein. Je vais revenir sur ça, vous allez mieux comprendre tout à l'heure quand j'ai abordé donc le deuxième volet de ce cours dont j'ai parlé déjà la dernière fois, c'est-à-dire les lignes de transmission hein, et l'onde plane. Hein. Bien, alors donc les variations par rapport à l'espace ne sont plus négligeables. Donc, on a I de ZT, V de ZT, correspondant donc, à un courant correspond le champ magnétique et à une tension correspond le champ électrique. Avec deux périodes cette fois-ci, puisqu'on a les deux variables. La lambda, qui est la période spatiale, hein, qui est la longueur d'onde en même temps. Et T, c'est la période temporelle. Et là, on appelle ça le concept d'onde. Et on utilise donc les équations de Maxwell. C'est pour ça qu'on utilise des équations de Maxwell quand on est en hyperfréquence ou dans les hautes fréquences. On n'utilise pas la loi d'Ohm ici. Hein. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Sinon, on avance par rapport à ce que je vous ai montré la dernière fois. Est-ce que c'est clair un petit peu? Vous voulez que je vous envoie ce document ou c'est pas la peine? Oui, mais c'est de préférence. Oui, monsieur Batoun. D'accord. Je vais l'envoyer donc avec les prochains documents du troisième cours, Inch'Allah. Alors, on passe à la deuxième partie. Donc, vous voyez, donc là, c'est plus clair. On revient pour expliquer plus facilement donc l'onde plane. Alors, moi, ce qui m'intéresse, ouais, je reviens ici. Hein. L'onde plane
qu'on va utiliser justement. C'est le plus important ici dans le document, dans ce rappel, c'est pour vous faire ressortir l'onde plane qu'on va utiliser en compatibilité électromagnétique dans le cas rayonné. Dans le cas rayonné, c'est plus important que le cas conduit, puisqu'on va avoir les deux cas en compatibilité, c'est-à-dire des systèmes, ils sont soit câblés pour transmettre les signaux, ils sont soit rayonnés. Et de nos jours, les problèmes sont posés beaucoup plus dans le cas rayonné. Et dans le cas rayonné, ça veut dire quoi rayonné? C'est-à-dire que c'est une onde qui est rayonnée, et c'est-à-dire qu'il y a deux antennes. Une antenne d'émission et une antenne de réception. C'est le cas du Wi-Fi que vous avez à la maison. Vous voyez, donc à la maison, vous avez votre PC, vous pouvez soit utiliser le cas câblé, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'utiliser donc le câble, soit rayonné et donc vous utilisez les antennes. Hein. Alors donc, vous voyez donc ici l'explication de l'onde plane. Donc, l'onde plane, qu'est-ce que ça veut dire? L'onde plane, c'est le mot TEM. Alors, vous voyez, donc je ne vais pas trop entrer dans les détails. Bon, je vous donne les aspects un petit peu physiques des choses, hein, puisque le détail, c'est un cours d'électromagnétisme. Mais je vous donne les choses à retenir dont vous avez besoin. Donc, il est important, même vous qui êtes en instrumentation, c'est-à-dire par rapport aux étudiants de télécom, ils doivent connaître ça avec détail, mais vous devez au moins connaître l'aspect physique des choses, d'accord? Donc, les modes de propagation, il y a d'abord ce mode TEM qu'on appelle onde plane. Pourquoi on dit onde plane? TEM, ça veut dire transverse électrique magnétique. Vous allez voir, c'est simple à comprendre. La direction de propagation, c'est OZ. Elle est symbolisée par le vecteur de pointing P, puisque nous avons cette formule qui est très importante, le trièdre direct de la main droite, les trois doigts de la main droite, E, vectoriel H égale P. Alors regardez, ça c'est très important. E, c'est le champ électrique, H, c'est le champ magnétique, P, c'est le vecteur de pointing. E et H, c'est l'émetteur. C'est une opération qui se trouve au niveau de l'émetteur, c'est-à-dire on va exciter par un champ électrique ou un champ magnétique. Mais étant donné qu'il y a la dualité, c'est-à-dire que le champ électrique ne peut pas exister sans le champ magnétique. De même que le champ magnétique ne peut pas exister sans le champ électrique. C'est comme si que sur Terre, l'homme ne peut pas exister sans la femme et inversement. C'est la dualité de l'univers, de l'espace, c'est-à-dire l'univers est dual. C'est pour ça que la science qui doit représenter l'univers doit être duale. C'est pour ça qu'il y a la tension, sans dual le courant, le champ électrique, sans dual le champ magnétique, et inversement, le court-circuit, le circuit ouvert, l'impédance, l'admittance, la selle, la capacité, etc. D'accord? Donc, voyez, donc ça, c'est pour l'excitation d'une onde électromagnétique. Donc, au niveau de l'émetteur. Et puis, on a la conséquence, c'est l'onde électromagnétique qui part dans une direction OZ et qui est représentée par le vecteur de pointing. Alors, vous voyez ici, vous allez mieux comprendre ici. Vous voyez donc l'excitation en rouge par le champ électrique ou en vert par le champ magnétique. Et la conséquence, c'est que cette onde-là, vous voyez le plan, donc on dit onde plane. Pourquoi? Parce que c'est un plan d'excitation. Parce que le champ électrique, il est dirigé vers X, le champ magnétique est dirigé vers Y, donc ça fait un plan ici qui, le champ électrique, c'est-à-dire tout en vibrant, vous voyez un petit peu le curseur, tout en vibrant dans la direction X, il se déplace vers Z. Le champ magnétique, tout en vibrant, parce que c'est des signaux sinusoïdaux, la preuve, la fréquence. Hein? Donc, le champ magnétique, tout en vibrant dans la direction Y, il se déplace vers P. Et on dit qu'on a, vous voyez ce qui représente ici, un plan d'onde qui se déplace dans une direction perpendiculaire à ce plan. C'est pour ça qu'on dit onde plane. Hein? Ça, c'est donc le mode TEM ou l'onde plane qu'on retrouve exclusivement dans un câble coaxial. Je dis bien un câble, pas un guide d'onde, hein, dans un câble coaxial ou en espace libre. C'est-à-dire que l'onde se déplace sans réflexion. Elle est guidée par la direction OZ. Par exemple, dans le câble coaxial, c'est la direction qui est représentée par le cuivre central du câble, puisque le câble coaxial, c'est le câble d'antenne. Hein. Il y a le câble à l'intérieur, au centre, et il y a
le deuxième conducteur qui est la feuille d'aluminium qui est à l'extérieur, qui sert au blindage. D'accord? Alors, donc, l'onde, elle est guidée en ligne droite par le conducteur central en cuivre. Hein, c'est la direction OZ. Même si vous tournez le câble, le conducteur, il tourne, donc c'est en ligne droite, hein, par rapport à la section, tu as le câble. Hein, d'accord? Ou en espace libre, l'espace libre, c'est la même chose, il n'y a pas de réflexion. Ce qui n'est pas le cas des deux autres modes TE1MN, TM1MN qu'on retrouve dans le guidon. Vous voyez, donc ici, le guidon, et ce cornet-là, qui est en fait une antenne qui est une antenne, on représente les deux. Là, vous allez comprendre la différence entre les modes de propagation. Vous voyez, donc, à l'intérieur d'un guidon, on a les modes TE1MN et TM1MN. Et l'onde se propage par réflexion sur les parois du guidon, puisqu'elle est piégée, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas passer à travers un métal. Une onde électromagnétique, elle passe à travers un diélectrique. Et elle ne passe jamais sur un métal, elle est réfléchie par un métal. D'accord? Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est un cornet, c'est une antenne, et le cornet, il permet d'adapter la sortie de ces ondes guidées qui ont le mot TEMN qui se trouve à l'intérieur du guidon, donc en espace libre. Quand ça sort, le cornet, il permet d'adapter le changement, si vous voulez, des modes TE1MN, TMMN en mode T1 en plan, puisque là, on se trouve dans l'air. D'accord? Il n'y a pas de réflexion. Donc voilà. Ce document-là, je vous l'ai envoyé, donc je vais essayer de lire rapidement, de vous expliquer rapidement. Et si vous avez des questions, posez des questions. Sinon, je pense que la suite, c'est carrément d'entrer dans le cours de CEM avec le fascicule que je vous ai envoyé. Donc, je lis et rapidement, et si vous avez des questions, vous me poserez des questions. Alors, le mode TEM, transverse électrique magnétique ou onde plane. Ce mode est utilisé dans le câble coaxial ou en espace libre. Ce mode est caractérisé par le fait que le champ électrique et le champ magnétique n'ont pas de composante longitudinale. C'est tout à fait normal, puisque la direction OZ et AZ, elle est réservée exclusivement au vecteur de pointing P, qui a une seule direction PZ. Le vecteur de pointing densité de puissance est dirigé suivant la direction de propagation OZ. Donc, il est interdit pour E et H d'avoir cette direction-là, pour l'onde plane. Ou R en coordonnées sphériques, puisque les coordonnées sphériques, c'est R, θ, phi. Donc, c'est R, θ, phi. Et a donc une seule composante PZ. Ce mode met en jeu une seule longueur d'onde, lambda, qui est la longueur d'onde du signal, lambda égale C sur F, où F est la fréquence du signal et c'est la célérité, c'est la vitesse de la lumière, 3 puissance 8 mètres par seconde dans l'air. Le mode maintenant, le mode TE1 transverse électrique, quand on dit transverse électrique, ça veut dire qu'il n'y a que le champ électrique qui est perpendiculaire à la direction de propagation au Z. Ou le mode T1, alors là, ici, c'est uniquement le champ magnétique qui est perpendiculaire à la direction de propagation au Z. Alors que dans le mode TE1, c'est les deux. E et H qui sont les deux perpendiculaires à la direction de propagation au Z. Ces modes sont utilisés dans les guides d'ondes métalliques, rectangulaires et cylindriques, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas ça en espace libre, dans les antennes, hein, uniquement dans les guides d'ondes. Hein, et dans les filtres optiques, par exemple, la fibre optique, c'est la même chose, c'est un guide d'onde. Hein. L'onde dans une fibre optique, c'est une onde lumineuse qui se propage par réflexion sur le verre à l'intérieur de la fibre optique. Hein. Là, tout ça c'est pour éviter qu'il y ait des fuites électromagnétiques. C'est-à-dire que dans un guide d'onde, l'onde, dans un guide d'onde, l'onde, elle est piégée, elle se propage par réflexion, elle ne peut pas sortir. D'accord? Alors, guide d'onde métallique, rectangulaire, circulaire, et dans les fibres optiques qui sont des guides d'onde. L'onde électromagnétique se propage dans un guide d'onde par réflexion sur les parois de celui-ci, ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces modes sont caractérisés par une fréquence. Bon, ça, je n'ai pas tellement expliqué, je ne vais pas tellement entrer dans le détail pour ne pas vous compliquer les choses, mais les étudiants qui sont en télécom, ils apprennent ça. Ces modes sont caractérisés
par une fréquence, c'est-à-dire que dans les guidantes, les choses sont plus compliquées que l'espace libre. Hein. Dans les guidantes, bon, vous allez voir ce qui est écrit ici. Je vais juste dire un mot, hein, sans entrer trop dans les détails. Hein, parce que nous, en CM, on n'a pas besoin de ça, puisqu'on va étudier beaucoup, on va considérer beaucoup plus le rayonné où il y a plus de problèmes dans nos jours. Alors, ces modes sont caractérisés par une fréquence de coupure FCTE1N, FCTM1N, dont la valeur est déterminée à partir de la connaissance des dimensions du guidante utilisées et celle des indices de mode M et N, couple entier naturel représentant le mode. Alors, je vous donne une idée uniquement sur ça sans vous donner trop de détails. Dans les guidantes, c'est plus compliqué. Hein. On a 3 longueurs d'onde. On a la longueur d'onde lambda du signal et on a la longueur d'onde, regardez ici, pour vous donner un petit peu une idée, puisque l'onde, elle ne va pas dans la direction OZ, hein, elle va dans la direction OZ en même temps, et dans la direction OZ, et en même temps dans la direction X ou Y, selon que c'est un mode TE ou T1. C'est-à-dire, sans trop entrer dans les détails, pour le mode par exemple TE, on aura le vecteur, puisque vous voyez, puisque l'onde, elle va en étant penchée par rapport à OZ. Donc, elle peut être penchée mais elle va toujours dans OZ1. C'est pour ça que son parcours, il va de façon, comment dirais-je, en étant réfléchi par rapport aux parois, mais toujours dans la direction OZ1, c'est-à-dire par réflexion. Donc, on aura d'un côté PZ, c'est-à-dire le vecteur de pointing, il aura d'un côté PZ et d'un autre côté PX et PY égale 0, par exemple pour le mode TE. Pour le mode T1, au lieu d'avoir PX, on aura PY. Et on aura toujours PZ, hein? D'accord? Donc, il aura 2 composantes, PX, PZ ou PY, PZ. D'accord? 2 composantes. Et donc, ça, c'est le mode TEMM qu'on trouve dans les guidantes. C'est pour ça, donc ici, c'est pour ça qu'on aura 2 longueurs d'onde. La longueur d'onde dans la direction PZ, qu'on appelle lambda Z, qui est égal à lambda G, guidage, et la longueur d'onde par rapport à PX, qui sera PC, c'est de coupure. Hein. Donc, c'est la longueur d'onde de coupure des modes de propagation. C'est-à-dire, ça, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire, ça prend beaucoup de temps pour comprendre. C'est un cours de télécom. Alors, dans les modes TMMN, ici, c'est ce qui est dit ici, on doit calculer la longueur d'onde de coupure et la longueur d'onde de guidage, hein, pour avoir les informations sur la propagation des ondes dans un guide d'onde. Donc voilà, je ne donne pas trop de détails pour ne pas trop vous compliquer les choses. Mais c'est ce qui est écrit ici pour vous dire. Hein. Ainsi, ces modes mettent en jeu 3 longueurs d'onde, lambda C qui est la longueur d'onde du mode considéré, donc la longueur d'onde de coupure, c'est-à-dire à partir de quel moment le guide d'onde propage le système. Et ça a un rapport aussi avec les dimensions du guide d'onde. Hein. Lambda G qui est la longueur d'onde de guidage dans les directions OZ, d'énergie active. Enfin, lambda est la longueur d'onde du signal relative à la fréquence de transmission de l'émetteur et qui est évidemment réelle. Les 2 autres sont des longueurs d'onde fictives. Dans ce cas, le vecteur de pointing a 2 composantes, ce que je disais tout à l'heure, PZ et PX dans un cas et PZ et PY dans l'autre cas pour TE1N, TM1N, selon la polarisation du champ électrique et du champ magnétique. Bon, je vais vous rassurer, hein. Même si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas. Non, jamais. Vous savez, ce cours-là, c'est un cours très difficile qui est donné pour les masters télécom et qui, pour leur faire comprendre ça, ça nécessite presque un semestre. Hein. Ce sont les fameuses explications des modes TE, MN et TMN dans les guidantes. Ça nécessite pratiquement presque un semestre pour comprendre tout ça. Moi, je vous ai donné un petit peu le résumé des résultats de ça pour ne pas dévier, hein, parce que nous, notre objectif, c'est le cours CE1, mais non pas le cours des modes TEMN, TMN, qui est assez dur à comprendre et qui nécessite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, presque un semestre. Le reste, ensuite, c'est assez simple. Bon, par contre, ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce que c'est qu'une onde plane. Voilà. C'est pour ça que je vous ai sorti ça. Et là, je vous ai fait apparaître dans cette formule qui est importante pour vous dire que ça, c'est la polarisation de l'émetteur. Et là, c'est l'arrivée de l'onde vers le récepteur qui est donc, c'est-à-dire le vecteur de pointing, il donne l'information de la direction de l'onde. Par exemple, la direction du vecteur de pointing pour une liaison satellitaire, c'est par exemple quand vous recevez le signal
qui vient d'un satellite sur votre antenne parabolique qui se trouve sur la terrasse, eh ben, la direction, votre antenne parabolique qui se trouve sur la terrasse et le satellite, c'est la direction du vecteur P. Sauf que c'est expliqué en coordonnées sphériques, c'est R. Par contre, θ et phi, c'est la direction où se trouve ce satellite-là. Hein. Vous voyez, quand vous orientez votre parabole, vous orientez d'abord l'azimut, c'est-à-dire le phi, la direction, est-ce qu'il se trouve à l'est, à l'ouest, au nord, hein. Ça ne suffit pas. Vous devez élever en plus votre satellite pour trouver le point. Hein. Donc, vous réglez encore l'angle θ, qui est l'angle de site ou l'angle d'élévation. Vous voyez. Donc, ça, c'est pour vous dire, le vecteur de pointing, donc, il est très important et c'est la direction émetteur-récepteur. Bien. Je pense que c'est bon. Donc, ça, c'est le mode TEMN. Donc, ce sont les explications que je vous ai données tout à l'heure. Donc, voilà. Est-ce que vous avez une question d'ordre général sur ça? Sinon, on passe carrément dans le vif du sujet, c'est-à-dire on entre dans le cours CEM à travers le fascicule que je vous ai envoyé. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Même concernant le son, est-ce que le son est OK? Est-ce que vous m'entendez bien? Monsieur, Oui. Oui, mademoiselle, je vous entends. vous pouvez répéter la dernière La dernière? remarque تاع P هذاك pointeur je sais pas. Ah, la dernière remarque du vecteur de pointing. Regardez, le vecteur de pointing, Oui. très très important. Vous voyez ici, cette formule, elle est à connaître. Hein. Cette formule, c'est donc, comment on trouve les directions de E, H et P, vous voyez, tout est vectoriel. C'est pour ça qu'on utilise les équations de Maxwell. Hein. Nous sommes en haute fréquence et en hyperfréquence. Hein. Vous voyez l'intérêt du rappel que je vous ai fait en début de ce cours. Hein. Donc, et le fait de travailler sur les vecteurs, on utilise comment dirais-je, le corps des complexes, l'intérêt aussi des complexes. Hein. Vous voyez? Alors, E et H, c'est pour exciter, c'est pour donner l'excitation. Donc, ça concerne l'émetteur. Ça concerne l'émetteur. Alors, l'émetteur, qu'est-ce qu'il va faire, l'émetteur? Qu'est-ce qu'il a il a pour rôle d'envoyer une onde électromagnétique vers un récepteur. Hein. Par exemple, regardez. Je prends toujours l'exemple des émissions de télévision par satellite. Prenons par exemple Dubaï, la station Dubaï qui doit envoyer donc ses chaînes, sa chaîne ou ses chaînes vers les gens qui doivent recueillir ces émissions-là à travers le satellite. En fait, le satellite, c'est quoi? Le satellite, c'est un intermédiaire, hein, c'est tout. Hein. Pourquoi on utilise un satellite? Parce que la Terre, pardon, elle a une courbure. Les ondes électromagnétiques, ils vont en ligne droite. Donc, si vous voulez, par exemple, toucher des gens, donc vous utilisez un relais. C'est pour ça qu'on utilise les satellites. Les satellites, leur rôle, c'est uniquement des relais. Des relais, pourquoi? Parce que la Terre a une courbure. Hein. En ligne droite, ça ne marche pas, puisque la Terre est ronde. Donc, on utilise donc un relais et ça permet de faire ramener le signal à plusieurs personnes, plusieurs utilisateurs, plusieurs clients. D'accord? Donc, alors, pour envoyer par exemple Dubaï, quand elle envoie sur le satellite, elle va utiliser donc ça. Donc, elle va donc polariser, quand je dis polariser, c'est-à-dire donner une direction du champ électrique, soit la direction X, par exemple, ça sera la direction verticale, on dit polarisation verticale. D'ailleurs, vous avez remarqué, il y a des chaînes que vous recevez en polarisation verticale et d'autres en polarisation horizontale. C'est pour qu'il n'y ait pas de mélange, d'accord? Pour avoir plus de débit. Hein. Donc, eux, par exemple, l'émetteur, il va polariser le champ électrique dans la direction X, polarisation verticale, ou dans la direction Y, polarisation horizontale. Et le H, il prend ce qui reste. Si E est en polarisation X, H va être en polarisation Y, et inversement. Par contre, le P, je parle de l'onde plane, hein. Par contre, le P, il garde la direction OZ. OZ en coordonnées cartésiennes, mais R en coordonnées sphériques. Vous voyez, en coordonnées sphériques ici, on a R, θ, phi. Les coordonnées cartésiennes, c'est X, Y, Z. Et les coordonnées sphériques, qui sont utilisées dans les antennes, c'est R, θ, phi. Donc R, c'est la distance de l'onde.
Alors que θ phi, ça nous donne la direction de l'onde, c'est-à-dire un point dans l'espace. Vous pouvez repérer un point dans l'espace avec θ et phi. R, ça vous donne la direction de vous, c'est-à-dire si vous êtes l'émetteur, vers ce point de l'espace. D'accord? Vous voyez, cette formule-là est très importante. Elle est facile à comprendre. Et les directions, les trois directions qu'on a ici, on les retrouve avec le trièdre direct, c'est-à-dire E, c'est le pouce, H, c'est l'index. Index, pourquoi? Parce qu'on indexe une personne, on montre où il se trouve. Et P, c'est le majeur. Le majeur, d'accord? Donc, avec la règle des trois doigts de la main droite, on trouve toutes les directions. Donc, ça veut dire, vous voyez, cette formule est tellement importante que quand vous voulez envoyer une onde vers une direction, vous regardez votre majeur en faisant donc les angles droits entre le pouce, l'index et le majeur. Alors, vous voyez, quand vous tournez votre main dans n'importe quelle direction, vous avez H, vous avez E, H et P qui sont, comment dire, liés, hein, liés. C'est pour ça que vous prenez une direction de E et de H, vous avez automatiquement une direction de P, c'est-à-dire la direction là où va aller cet onde. D'accord? Hein? C'est représenté en quelque sorte par ça, hein? X, Y et Z. Hein? D'accord? Si par exemple ce trièdre-là, on le tourne ou on le bouge, eh bien le P va bouger. Donc la direction de l'onde va s'en ressentir. D'accord? Voilà, mademoiselle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est clair, monsieur, merci. Il n'y a pas de question. Bon, alors s'il n'y a pas de questions, on va carrément entrer dans le vif du sujet et on va donc y aller donc, dans ce cours de compatibilité électromagnétique. Et vous allez voir, on va retrouver cette notion d'onde plane qui est très importante. Alors bien, il nous reste encore un peu de temps. Donc, carrément, je vais commencer à lire le document. Et vous savez comment je vais lire ce document-là? C'est-à-dire, quand ce sont des choses importantes, je vais y aller doucement. Quand c'est des choses, parce que dans ce document, il y a des redondances, c'est-à-dire il y a des choses qui sont répétées souvent, et même il y a des choses qui ne sont pas très, très importantes. Donc, je vais aller plus vite ou je vais sauter certaines parties. De même que, attention, il n'y aura pas que ce document. Vous allez remarquer, quand on va avancer dans ce cours, vous allez avoir des documents additifs. Des documents additifs par rapport à ce document-là qui vont vous permettre de comprendre plus facilement ces notions de compatibilité électromagnétique. Alors, on y va. Donc, il y a une chose qui est très importante aussi à dire, c'est lorsque je vous explique le document que je lis, vous pouvez me couper à n'importe quel moment. Si vous ne comprenez pas quelque chose, même si vous ne comprenez pas un terme en français, vous me coupez. Et monsieur, qu'est-ce que ça veut dire sur ce terme-là? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vous expliquerai. Pourquoi? Parce que l'important, c'est de comprendre. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez me couper à n'importe quel moment. Alors, on commence. Alors, la compatibilité électromagnétique, c'est EM. Et l'aptitude, c'est-à-dire l'aptitude, donc, il est apte, donc il peut faire cette chose-là. Donc, et l'aptitude d'un appareil ou d'un système électrique ou électronique à fonctionner dans son environnement électromagnétique de façon satisfaisante. Qu'est-ce que ça veut dire satisfaisante? C'est-à-dire sans produire lui-même des perturbations, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il gêne, sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques gênantes pour tout ce qui se trouve dans cet environnement. Vous voyez, donc c'est ça là, c'est quand on dit compatible, c'est-à-dire deux appareils qui sont côte à côte, qui sont couplés, on va voir la notion de couplage qui est très importante, hein, qui sont proches, hein, couplés, c'est-à-dire qu'ils sont proches, ils ne doivent pas se gêner mutuellement. Voilà, ça c'est très important. Parce que s'il n'y avait pas ça, d'ailleurs, c'est pourquoi il y a le filtrage. Heureusement qu'il y a le filtrage. Hein. Le filtrage, c'est une des solutions pour qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité électromagnétique. Alors, quand on fait la conception des systèmes, on doit penser à tout ça. Parce que si on ne pense pas à tout ça, rien ne marcherait. Rien ne marcherait. Il y aurait la confusion totale, il y aurait le désordre. Actuellement, heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui sont ordonnées, donc on arrive à communiquer, on arrive à faire beaucoup de choses, même s'il y a par moments très très peu, heureusement très très peu de problèmes, qu'on essaie toujours de trouver des solutions. On essaie toujours actuellement de trouver des solutions ou d'améliorer
les relations entre les systèmes. Bien, alors je continue. Donc, une bonne compatibilité électromagnétique décrit un état de bon voisinage électromagnétique. Vous voyez, un bon voisinage. C'est le même sens quand vous avez donc les habitants d'un immeuble qui vivent, ils essaient donc de cohabiter sans créer de problème mutuellement. C'est-à-dire quand quelqu'un il a un travail, il essaie de faire son travail sans faire de bruit, pour ne pas gêner le voisin. Le voisin aussi doit faire son travail sans faire de bruit pour ne pas me gêner. Voilà, donc c'est un état de bon voisinage. Et de bon voisinage au sens un petit peu signaux électromagnétiques. Alors on continue. Limiter le niveau. Voyez donc, limiter le niveau des émissions non désirées provenant de l'appareil afin de ne pas perturber la réception radio ou les autres équipements. Donc ça, c'est des notions, c'est des, comment dirais-je, des affirmations assez claires, donc on passe rapidement. Être suffisamment immunisé. Alors, immuniser, le terme immunisé, c'est-à-dire protéger, hein, l'immunité, le système immunitaire contre les virus. Hein. Donc, être suffisamment immunisé contre les perturbations provenant des autres équipements ou plus généralement de l'environnement. L'environnement, par exemple, la foudre. La foudre, par le passé, assez lointain, il y avait des téléviseurs, puisqu'ils utilisaient des antennes, où il y avait des problèmes. Donc, bien avant, on utilisait des stabilisateurs. Non, ça, les stabilisateurs, c'était les tensions de son et le gaz. Parce que par le passé, ça c'est dans le câblé, hein, comment dirais-je, les téléviseurs par le passé n'étaient pas protégés. Donc, des fois, il y avait des téléviseurs qui tombaient en panne parce que dans le réseau Sonel-Gaz, il y avait des fluctuations. Quand il y avait des fluctuations élevées de la tension de 220 volts et que le téléviseur par le passé n'était pas protégé, eh bien, il tombait en panne. Alors, on utilisait à un moment donné des stabilisateurs en plus. On achetait des stabilisateurs. Quand c'était l'époque du téléviseur noir et blanc, on achetait des stabilisateurs de tension. Les stabilisateurs de tension, c'est quoi au fait? Vous savez, quand vous avez utilisé les diodes, quand vous avez appris les diodes, vous avez appris la diode Zener. La diode Zener, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle permet d'écréter le signal. D'écréter, c'est-à-dire de limiter le niveau du signal pour qu'il ne dépasse pas un certain niveau. C'est-à-dire la tension, quand il y a une sinusoïde qui est très très élevée, hop, elle écrète. Ça coupe, elle devient donc plate pendant un certain temps pour ne pas dépasser, c'est-à-dire par exemple le 15 volts, le 12 volts, hein, le 30 volts. Hein, le 30 volts, attention, quand je dis le 30 volts, c'est-à-dire à l'intérieur du système. Hein, mais à l'entrée, par exemple, pour la Sonel-Gaz 220 volts, si votre téléviseur il accepte à l'entrée uniquement 230 volts, par exemple, le maximum, alors s'il y a une surtension de 260 volts, elle est limitée grâce à la tension Zener, à la diode Zener. D'accord? Donc ça, c'est dans le câblé. Dans les rayonnés, il y a aussi des problèmes. Par exemple, une foudre qui va directement sur une antenne de télévision, ça peut esquinter un démodulateur. Donc, mais de nos jours, on a protégé ces systèmes, on n'a plus besoin d'acheter un stabilisateur. À l'intérieur même du téléviseur ou à l'intérieur même du démodulateur, on a pensé maintenant à ce problème-là. Donc, on met un écréteur, un signal qui permet de limiter le niveau à l'entrée du système pour ne pas le détruire. Hein. Donc, c'est pour cette raison que les nouveaux systèmes sont protégés contre ces signaux néfastes. Néfastes, c'est-à-dire qu'ils portent préjudice, c'est-à-dire qu'ils font du mal. Ils peuvent détruire un appareil. Donc, je continue. Les bruits électromagnétiques et radioélectriques sont le résultat de tous les courants et tensions électriques induisant une multitude de champs électriques, magnétiques et de signaux parasites. Les diverses réglementations requièrent un niveau de compatibilité électromagnétique à respecter. Donc, cette phrase-là, pourquoi? C'est-à-dire dans la construction des appareils. Quand on fait, c'est-à-dire un constructeur, avant qu'il mette comment dirais-je, la construction de son appareil en série, il fabrique d'abord ce qu'on appelle un prototype, c'est-à-dire un premier appareil, grâce aux études, toutes les études qu'il a fait, en particulier donc les simulations, etc. Il fabrique son appareil réel. Alors son appareil, il est prêt à être commercialisé
alors avant de le commercialiser, c'est-à-dire avant de le fabriquer en série par un industriel, il doit avoir le label, c'est-à-dire l'autorisation. L'autorisation CE. Par exemple, actuellement dans la communauté européenne, c'est-à-dire l'appareil, il doit être donc, comment dirais-je, homologué. Alors, homologué, c'est-à-dire, on va le voir en fin de ce cours-là, c'est les tests. L'appareil, il doit être testé. Alors, si c'est un appareil grand public, il doit être testé. Mais si c'est un appareil qui doit être monté dans un avion, c'est encore pire. Ça sera des tests très, très rigoureux parce que dans les avions, il y a un risque de crash de l'avion, etc. C'est ce qui s'est produit par le passé. Hein. Il y a eu beaucoup de crash d'avions à cause de justement ces problèmes-là. Hein. Des instruments qui tombaient en panne parce qu'il y a eu des inattendus, des imprévus. D'accord. Donc, c'est pour ça les appareils, on doit les tester. Il ne faut pas qu'ils chauffent, il ne faut pas qu'ils tombent en panne, etc. etc. Donc, justement, c'est ça le problème de la CER. D'accord. Alors, donc, on teste l'appareil et si l'appareil est testé en laboratoire, que ce soit le câblé ou le rayonné, c'est bon. On lui donne l'autorisation et le constructeur, il peut le commercialiser. C'est-à-dire, il le donne à un industriel qui va le fabriquer en série, etc. Voilà. Donc, alors, c'est pour ça qu'on parle de réglementation. Hein. C'est-à-dire, dans la réglementation, il y a tout. Il y a même les niveaux acceptés. Hein. C'est comme, par exemple, les amplificateurs. Vous avez donc un certain niveau à ne pas dépasser pour éviter qu'il y ait des problèmes dans les personnes pour leur oreille. Hein. D'accord. Alors, les diverses réglementations requièrent un niveau de compatibilité électromagnétique à respecter. Vous voyez, directives. Les directives, ce sont les règles, les normes européennes et aux États-Unis. Elles ont donc établi des méthodes d'évaluation des perturbations ainsi que des limites de niveau. Vous voyez, on limite les niveaux sonores, les niveaux de tension, de courant, de perturbations à ne pas dépasser ou à supporter dans un environnement donné. Bon, puisqu'il est 9h29, vous voyez, donc le cours d'aujourd'hui, ce n'est pas grave. Hein. Bon, même on a commencé donc, la semaine passée, donc aujourd'hui, donc je pense qu'on a suffisamment de temps par rapport, Inch'Allah, au temps qui reste, les semaines qui restent. Donc, pour terminer le programme, ne vous inquiétez pas. Donc, avant de terminer le cours d'aujourd'hui, je vais vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions à me poser je ne sais pas, soit pour le cours, soit pour autre chose, avant de clore la séance. Bon, je suis à votre écoute si vous avez des questions ou des remarques. Par exemple, le son, est-ce que le son était clair? Je ne sais pas, parce que des fois, moi, je ne vous entends pas. Est-ce que le son était clair? Oui, on est. OK. Bon, alors, si vous n'avez pas de remarques, donc ça veut dire que la prochaine fois, Inch'Allah, on va continuer. Donc, vous voyez, donc, sur le fascicule. Et en même temps, je vais vous envoyer donc, des compléments chaque fois, si c'est nécessaire, d'après la séance, hein, des compléments sur le cours. Donc voilà, je m'excuse pour le retard d'aujourd'hui et donc je vous remercie pour votre attention et donc à la prochaine, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il n'y a pas de problème.